l'année 2012. J'espère que c'est pas bien. Le précédent portait sur les organismes génétiquement modifiés. On était en plein débat sur l'étude du professeur Serralini. Celui de ce soir porte sur les perturbateurs endocriniens au moment où se discute une loi concernant le bisphénol A, un des perturbateurs endocriniens d'intérêt majeur. Donc on colle assez bien à l'actualité. Le 13 janvier, nous aborderons la question des abeilles et de la mortalité des abeilles et de la manière dont on peut discuter ce sujet. Je ne sais pas s'il y aura une loi ou des nouveaux résultats sur les abeilles pour le mois de janvier, mais nous verrons. Pour nous présenter ce sujet qui est perturbateur endocrinien, c'est déjà un mot compliqué. C'est pas du tout évident de prime abord de voir de quoi nous parlons. Alors de quoi nous parlons, grosso modo, voilà, de substances chimiques qui ont des effets toxiques, perturbant les systèmes hormonaux de l'organisme humain. C'est un sujet qui pose des questions particulièrement compliquées, mais ce sont des questions particulièrement importantes en raison tout simplement de l'importance de la taille des populations qui sont exposées à ces substances. En fait, nous y sommes tous exposés à des doses très faibles, mais ce que l'on est en train d'apprendre, tout particulièrement dans ce domaine, c'est que le dogme qu'en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas d'effet toxique, ce dogme est en train d'être mis en cause. Ce sont ces avancées scientifiques que le professeur Barouki va nous présenter ce soir. C'est certainement un de nos toxicologues qui, au plan scientifique et expérimental, connaît le mieux la question. Il dirige un département à l'université Paris 5, il dirige une unité de l'INSERM. C'est évidemment quelqu'un qui est très occupé, mais il a tout de suite accepté de répondre à notre invitation et de partager son savoir et ses démarches avec nous. Donc on le remercie beaucoup, je vais te céder la parole. On va regarder ce dossier-là pendant une quarantaine de minutes. Et ensuite, comme d'habitude, nous pourrons en débattre. Ok, merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. Moi, je suis très heureux de venir dans ce lieu prestigieux et de venir parler des perturbateurs endocriniens devant un public qui n'est pas nécessairement un public de spécialistes. Parce que il m'est arrivé d'écrire et de dire que les chercheurs doivent faire ça, essayer d'expliquer un peu où en sont les choses, surtout dans ces domaines-là, où on dit beaucoup de choses. Donc, que c'est la responsabilité des enseignants-chercheurs, des chercheurs de venir en discuter devant tout le monde. Bon, pour que quand on me donne l'occasion de le faire, je ne le fasse pas. Donc, je vais commencer par quelque chose d'assez général, une introduction un peu générale sur ces problèmes d'environnement, de polluants, etc. Et ensuite, on ira dans les perturbateurs endocriniens, on finira par des choses très actuelles, peut-être un tout petit peu assez pointues sur le plan biologique, mais bon, on verra. Donc, j'essaierai de vous accompagner là-dessus. Donc, quand on parle environnement en général, déjà, il y a un problème de définition. Donc, on va y arriver. Et souvent, on oppose environnement à génétique. Donc, vous me permettrez donc de commencer par juste vous dire deux petits mots de génétique pour passer ensuite à la problématique d'environnement. Là, vous avez un petit ver qu'on appelle un nématode, qui est quelque chose de très utilisé expérimentalement parlant. C'est très simple, c'est quelques milliers de cellules, c'est tout petit, c'est transparent et c'est extrêmement utilisé. 20 000 gènes pour ce ver.
mes effets vont... Là, vous avez un autre verre. C'est quand même beaucoup plus sophistiqué, hein, le plan d'organisme. C'est un organisme particulièrement sophistiqué. Mais si on regarde simplement une valeur, combien de gènes différents il a? 25 000 gènes. Et c'est pas lui tout seul, hein, nous tous, hein, on n'a que 25 000 gènes, hein, ça ne concerne pas tous. Donc, entre cet organisme relativement rudimentaire et cet organisme particulièrement développé, il y a quelques milliers de gènes en plus, mais pas grand-chose. Évidemment, la complexité, elle est ailleurs, mais c'est simplement pour vous dire qu'il ne faut pas tout penser en termes de génétique, on n'est pas complètement dicté par la génétique, et on arrivera à la fin de l'exposé, et je vous parlerai un peu d'épigénétique, qui est un autre domaine où l'environnement peut jouer. Donc, s'il n'y a pas que la génétique, allons vers l'environnement, mais qu'est-ce que c'est que l'environnement? Et là, il est très important de pouvoir définir les choses dès le départ, parce qu'une partie des controverses qu'on entend à gauche et à droite est due au fait qu'on utilise sous le même terme en fait, des choses extrêmement différentes, hein, des significations différentes. Alors pour certains, c'est une définition très large, c'est tout ce qui n'est pas génétique. Alors ça, effectivement, si c'est ça la définition de l'environnement, c'est notre alimentation, notre comportement, est-ce que nos habitudes, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on prend de l'alcool, etc. Dans ces conditions-là, il n'est pas très difficile de dire que, par exemple, dans le domaine du cancer, il y a sans doute 85% des cancers qui sont dus à l'environnement, si on prend cette définition-là. Il y a une définition plus restrictive, plus simple de l'environnement, qui est l'environnement qui est essentiellement ce qui est subi. On est obligé de vivre, de respirer l'air qui est autour de nous, on est obligé de manger, donc si on mange et qu'il y a des contaminants dans ce qu'on mange, ben, ça c'est l'environnement, hein, on est contaminé, mais on exclut dans ce type de définition tout ce qui est comportement actif. Si je fume, c'est pas de l'environnement, c'est du comportement. Si je bois de l'alcool, c'est de l'environnement. En revanche, si je suis dans une ambiance où quelqu'un d'autre fume, donc le tabagisme passif, là c'est l'environnement qui se... Donc ça c'est une définition qui est en général admise dans notre milieu, et il vaut mieux prendre cette définition pour dire voilà, l'environnement est responsable de tant de pourcents de cancer, il vaut mieux prendre cette définitivement-là, et dans ces conditions-là, on descend beaucoup plus bas dans le pourcentage de cancer, parce que si on élimine le tabac, l'alcool, un certain nombre de virus, etc., bon, on tombe effectivement à 10-15% de cancer. Donc c'est très important quand même de fixer ces choses-là, parce que c'est une source je pense que quelqu'un qui regarde la télévision et qui entend un expert dire 85% des cancers c'est l'environnement, et l'autre, juste après, un autre soi-disant expert dire c'est 10% maximum, il ne comprend rien, ils n'utilisent pas la même définition de l'environnement. Donc, on va continuer. Quelles sont les pathologies liées à l'environnement? Et là, il y a deux grands types, et on ne va pas trop discuter de la première. Il y a des pathologies aiguës. Une infection due à une bactérie qui traîne dans l'environnement, qui contamine, des intoxications, bon, ça c'est le côté assez simple, c'est assez simple à voir, parce que ça arrive immédiatement après la contamination. Mais ce n'est pas la problématique majeure de nos jours. La problématique majeure de nos jours, c'est tout ce qui est pathologie chronique. C'est, et là j'en ai cité quelques-unes, les allergies, les cancers, les problèmes de fertilité, vous en avez entendu parler très récemment, hein, la diminution des capacités somatiques chez les hommes, les problèmes neurologiques et neurocomportementaux. Là, il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus, le développement des enfants, les effets de l'environnement sur le développement des enfants, etc. Les maladies métaboliques et l'obésité, vous savez, j'en parlerai un peu plus tard, je ne vais pas détailler, l'obésité est en train d'augmenter de manière considérable. Et puis plus généralement, toutes les maladies du développement, et je reviendrai pas mal dans la deuxième partie de mon exposé sur ces problèmes de développement et du rôle de l'environnement. Donc voilà les pathologies pour lesquelles, à un moment ou à un autre, il y en a d'autres, hein, mais bon, à un moment ou à un autre, on a dit qu'un acteur de l'environnement, qu'un agent de l'environnement a pu avoir des effets dans des proportions que je ne définis pas encore. Voilà un exemple d'augmentation ça c'est une mesure de l'obésité, ici c'est aux États-Unis, vous voyez, là on était à 10% de la population qui avait ce qu'on appelle un IMC, un indice de masse corporelle, qui définit un peu l'obésité. Lorsque c'est au-dessus de 30, on considère qu'on entre dans l'obésité. Cet indice était à 10% dans les années 70 aux États-Unis, il était plus bas dans d'autres pays, puis à partir du milieu des années 70, il a commencé à augmenter, et là c'était des projections. Actuellement, il y a peut-être un tiers de la population américaine qui est au-dessus de ce qu'on appelle un BMI de 30, donc qui est considéré comme obèse.
On est donc dans quelque chose de quasiment épidémique, même si on pense que ça commence un tout petit peu à se stabiliser. Bon. Quand vous regardez ça, vous dites, bon, ça c'est pas génétique, hein, c'est pas la génétique qui en quelques années peut expliquer cette augmentation. Ça peut être bien entendu notre comportement, ce qu'on mange, la manière de manger, hein, le fait de prendre des snacks tout le temps, et au lieu de prendre un tout petit peu de coca, de prendre de gros machins de coca. Bon, ça, évidemment, ça peut l'expliquer. Mais ça peut aussi être des problèmes de polluants dans l'environnement, d'autant plus que si je rajoute à cette figure-là, ici, la courbe des polluants majeurs de l'environnement, comme le DDT, les dioxines, les PCB, etc., cette courbe, elle était à son maximum autour des années 50, 60, 70, 80. C'est là qu'un certain nombre de polluants de l'environnement a beaucoup augmenté. Donc ça a précédé l'épidémie d'obésité. Du coup, certains ont eu tendance à dire, voyez, il y a une augmentation des polluants, suivie quelques années ou dizaines d'années plus tard de l'augmentation de certaines pathologies, l'obésité, les cancers, les problèmes de fertilité. Donc, il y a une relation entre les deux. C'est une concomitance, si j'ose dire, ou alors au contraire, plutôt une courbe qui précède l'autre. Ça ne veut pas dire causalité. Mais en tout cas, ça permet de poser l'hypothèse et de la tester. Ce n'est pas une preuve, absolument pas. Mais ça permet quand même d'avoir des idées et d'essayer de tester cette hypothèse. Alors comment on fait pour essayer d'aller un peu plus loin et de faire la relation entre un polluant et un problème pathologique? Il y a différents aspects et c'est important de le rappeler au départ. Il y a une approche toxicologique, c'est-à-dire en gros expérimentale. Ce qu'on fait dans le labo, tous les jours, on traite des rats, on traite des cellules et on voit ce que ça donne. Beaucoup de nos résultats sont dépendants de cette approche. Mais c'est une approche, vous allez voir un peu ses limites tout à l'heure, c'est une approche sur des systèmes qui sont des cellules ou des animaux, hein, donc c'est pas l'homme. Et puis il y a l'approche épidémiologique qui est, elle, qui fait des études dans la population humaine, établir des corrélations entre un polluant et une pathologie en population humaine. La force, c'est qu'on est dans les populations humaines. La faiblesse, c'est que là, ce n'est pas expérimental. On ne peut que faire des associations. On verra quelques exemples, comment on peut les critiquer. On ne peut que faire des associations et c'est difficile d'établir une causalité avec cette approche-là. En revanche, l'approche toxicologique permet mieux d'établir une causalité. Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux, hein, pour être tranquille. Enfin, parfois, c'est pas facile. Et on verra comment, lorsque ce n'est pas facile, ce n'est pas possible, comment on peut essayer de s'en tirer. Alors, il y a quelques questions soulevées par la toxicologie, je vais les passer en revue, parce que ça va revenir notamment pour la question des perturbateurs endocriniens. Il y a la définition des poisons. Hein. On dit, une des définitions de la toxicologie, à part que c'est une science qui est là pour embêter les industriels, mais bon, une des définitions de la toxicologie, c'est la science des poisons. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé parce qu'il faut définir un peu les poisons. Et il y a les poisons anciens, et c'était le bon temps des toxicologues, des poisons anciens, parce que vous aviez des doses massives, vous aviez des effets visibles et visibles rapidement. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et il y avait quelques préparations toxiques, il n'y en avait pas 36. Les poisons modernes, c'est un peu le cauchemar, hein, parce qu'on a, d'une part, beaucoup de molécules différentes, beaucoup de produits différents qui peuvent faire ça. On y est contaminé à des doses relativement faibles, hein, on n'est pas dans des doses massives la plupart du temps. Elles sont présentes souvent en grand mélange, donc décortiquer les choses, savoir qui fait quoi, c'est pas si évident que ça. Je vous dirai tout à l'heure combien de l'univers chimique qui nous entoure, combien il est constitué, et ce sont souvent des effets chroniques, c'est-à-dire on cherche des effets à long terme, on ne cherche pas l'effet que vous allez avoir demain ou après-demain si vous êtes contaminé. Ça, bien sûr, si c'est le cas, évidemment, s'il y a un accident, on va regarder ça. Mais le problème posé, notamment par les perturbateurs endocriniens, c'est qu'est-ce que ça fait sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans? Qu'est-ce que ça fait sur vos enfants si vous avez été contaminé? Et maintenant, qu'est-ce que ça fait sur vos petits-enfants, etc., etc. Donc, ce n'est pas des questions faciles, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus toujours des réponses très très simples. Un autre principe important de l'étude de la toxicologie, c'est qu'il ne faut pas uniquement s'intéresser au contaminant lui-même, au polluant. Il faut s'intéresser aussi à l'organisme qui est contaminé. Et il y a une interaction entre le polluant et l'organisme. Bien sûr, le polluant peut agir par sa réactivité, il peut perturber, il peut persister, il y a toute une série de propriétés, mais l'organisme peut le modifier, le métaboliser, et ça peut le rendre plus ou moins toxique, ce polluant. L'organisme peut s'adapter. Certains organismes
peuvent être plus vulnérables que d'autres. Donc les deux sont importants. Il ne faut pas regarder uniquement la molécule chimique, mais il faut regarder qui est en train d'être contaminé, et l'un influe bien sûr sur l'autre. Il y a aussi des dogmes et des principes, et là on en parle beaucoup dans le domaine de la toxicologie. Julien a fait allusion à ça. On a commencé par un grand principe qui est la dose fait le toxique. Alors certains actuellement critiquent ce principe-là, mais il faut se remettre quand même dans l'époque. Paracelsus, c'est bon, dans les 16e siècle, 15e, 16e siècle, donc c'était une époque déjà où il n'était même pas évident de dire qu'une maladie est due à un agent extérieur, c'était même pas évident. Et il a dit ça. Donc, avant, beaucoup de gens pensaient que c'était un équilibre entre les humeurs internes, hein, qu'on entre dans la pathologie. Il a quand même dit qu'il y a des agents extérieurs qui causent la pathologie. Remarquable, très important pour un toxicologue actuel, donc, et révolutionnaire pour l'époque. Et il a dit quelque chose d'autre d'important, la dose fait le toxique, c'est-à-dire n'importe quoi peut devenir toxique si on vous donne une dose suffisante. Il a bien sûr raison, enfin je veux dire c'est évident, mais lui il a dit pourquoi? Parce qu'il voulait utiliser certains poisons de l'époque, hein, donc de l'arsenic par exemple, il voulait les utiliser comme médicaments dans certaines situations. Et en disant, si on réduit la dose, on peut avoir un effet de type médicamenteux de ces composés. N'ayez pas peur, ça n'est toxique qu'à forte dose, et moi je vais l'utiliser à des doses relativement faibles. C'est bien, c'est une avancée fantastique, et ça reste quand même quelque part assez vrai. Prenez les médicaments, tous les jours, certains d'entre nous en consomment, ils ont un effet plutôt bénéfique. Si vous doublez ou triplez ou multipliez la dose par 10, ça devient particulièrement toxique. Donc les effets bénéfiques peuvent se retrouver à certaines doses et toxiques à d'autres. Cela dit, il faut maintenant avancer et moduler ce principe, et puis dire que la dose dépend du contexte. Ça veut dire vous pouvez avoir pour une même dose, si vous touchez un fœtus ou un jeune enfant, ben, ce n'est pas tout à fait la même chose que si vous donnez ça à un adulte. Donc il y a des différences parfois extrêmement importantes. Et puis d'autres, donc ça c'est, et en plus certains effets ne sont pas linéaires en fonction de la dose, c'est-à-dire qu'on n'a pas 10 fois plus d'effets si on a plus 10 fois plus la dose. On va parler des courbes tout à l'heure, il y a des effets qui sont vraiment un peu différents. Et puis il faut bien aussi avoir en tête la notion de risque, et je pense que William a dû sans doute vous en parler si vous l'avez écouté. Une molécule peut avoir des capacités d'être toxique, qu'on peut doser, qu'on peut tester expérimentalement, et ce qu'on appelle le danger d'une molécule. Bon, la dioxine, on sait qu'elle peut donner des cancers chez le rat, si je la teste, elle peut donner des cancers. Mais ce n'est pas le risque. Le risque tient compte de ses capacités toxiques, du danger, mais il tient compte aussi de l'exposition. Si vous avez quelque chose de très dangereux, le cyanure, et vous n'êtes jamais exposé au cyanure, le risque est zéro pour vous. Si maintenant vous avez quelque chose de moyennement dangereux, beaucoup de perturbateurs sont sans doute, c'est pas toxique comme du cyanure ou de l'arsenic, hein, c'est toxique de manière sur un long terme, et souvent ce n'est pas des effets majeurs. Mais si vous êtes très exposé et quotidiennement et pendant très longtemps, le risque peut devenir important. Donc, pour une population donnée, il ne faut pas seulement tenir compte des propriétés toxiques d'une molécule, mais de l'exposition qu'on a, et le risque dépend des courbes. Alors, j'intitulais parfois ce type de schéma en disant la toxicologie a de belles courbes, et c'est vrai qu'en toxicologie, il y a de belles courbes. Vous avez une manière simple de voir, c'est la courbe entre la réponse toxique et la dose. Bon. La manière simple, c'est de dire linéaire. Plus on met c'est proportionnel. Donc ça, c'est intuitivement, on a envie de penser ça. Et c'est vrai dans certains cas, certains cancérogènes ont ce type de comportement. Mais ça veut dire aussi quelque chose, ça veut dire que quelle que soit la dose, là, même pour de doses faibles, vous avez un tout petit peu de toxicité, même si elle est infinie, il y en a un peu. Là, vous avez un modèle avec seuil, c'est-à-dire ce n'est toxique qu'à partir d'un certain seuil, et en dessous de ce seuil-là, en fait, c'est comme s'il n'y avait rien. Et c'est un peu ce qui guide la plupart du temps nos agences. Quand nos agences disent en dessous d'une certaine quantité de dioxine dans le lait de vache, je donne ça comme un exemple, voilà, parce qu'il y a de la dioxine dans le lait de vache. Bon. En dessous d'une certaine quantité de dioxine dans le lait de vache, vous pouvez le consommer, c'est pas un problème. Intuitivement, en fait, ils admettent quelque part qu'il y a un seuil en dessous duquel il n'y a pas de nocivité. Donc ça, c'est parfois vérifié, mais pas toujours, mais c'est la base, en fait, des valeurs toxicologiques de référence qu'on va vous donner. Mais en fait, depuis qu'on travaille dessus, on a trouvé toute forme de courbes, hein, des courbes hormétiques, c'est-à-dire presque
à des doses faibles, votre toxique vous fait du bien. Et en fait, l'idée, c'est qu'à dose faible, il vous prépare à vous défendre contre des doses plus fortes. Donc, en gros, il vous fait du bien. Ça se retrouve dans certains cas. Mais il y a des cas, bon, si je reprends ici, il y a des cas qui sont encore plus impressionnants que ça, mais on le verra tout à l'heure comme exemple, où à dose forte, vous avez peut-être un effet peut-être pas très important, et à dose faible, cet effet augmente et ensuite revient à zéro. On verra un exemple tout à l'heure, et ça a été un peu la révolution en toxicologie. Pourquoi c'est important? Parce que la plupart des expériences qu'on fait au laboratoire, on les fait à des doses relativement fortes. Pourquoi? Parce qu'on veut voir quelque chose, on veut révéler un effet. Donc on utilise des doses relativement fortes. Et ensuite, on fait une projection mathématique en fonction du modèle qu'on estime être le meilleur, linéaire, pas linéaire, avec tel, etc. Et à partir de ces doses fortes, on se projette sur les doses faibles. Si on se plante, on peut rater quelque chose. On verra tout à l'heure que dans certains cas, ça a été le cas, et c'est un peu là les perturbateurs endocriniens ont joué. Je vous fais patienter un peu sur les perturbateurs, mais tout ça est très important pour bien comprendre ces problématiques des perturbateurs. Outre la dose, il y a le temps, et comme je l'ai dit, la plupart des choses sur lesquelles on travaille sont sur des temps assez longs. Par exemple, est-ce que le fait de fumer donne du cancer du poumon? Pendant 2 jours, 3 jours, non, bien sûr que non. C'est quelque chose qu'on voit sur 20 ans quand on fume de manière progressive. Donc, il faut voir les choses avec le temps, c'est des effets relativement chroniques, mais souvent nos expériences sont faites sur des temps courts. Chez l'animal, on ne va pas faire 20 ans, de toute façon, un rat ou une souris, c'est 2 ans, 3 ans, voilà. Donc, même la plupart du temps, on fait des tests réglementaires, c'est des temps courts, 28 jours, 90 jours, pour des cas exceptionnels, 2 ans. Et à partir d'un temps court, il faut